Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché, le troisième de l'année, qui sera un petit peu écourté, hein, même beaucoup écourté, parce que ce week-end, j'ai un week-end de formation, puisque je vais former des conseillers en gestion de patrimoine, justement, sur les marchés financiers et les marchés immobiliers. Donc un point du coup plus rapide, moins de temps pour préparer, mais qui a son importance puisque ce point s'intitule l'état Arnaud. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous partage là mes slides parce que je prépare toujours mes diapositives. Donc l'état Arnaud, et oui, cette année 2023, c'est le début en tout cas, l'année de Bernard Arnault, du grand patron de LVMH, qui fait un exploit en se hissant très largement maintenant, très largement, comme étant l'homme le plus riche du monde. Et ce que l'on observe, hein, beaucoup de choses que l'on observe sont plus ou moins liées à cette personne. Alors des choses que certains peuvent trouver bien ou mal, hein. Le but, ce n'est pas de critiquer ou d'encenser la personne, mais pas mal de choses qui ont lieu actuellement ont lieu justement via l'impact justement de cette personne, hein, sur LVMH, hein, évidemment, le secteur du luxe et par extension sur le CAC 40. Alors, sans plus attendre, on va passer d'abord quand même à l'actualité, hein, l'actualité générale, assez morose. Les entreprises, hein, ça y est, la crise, on sent que ça commence à arriver, hein. Les entreprises américaines ont annoncé de mauvais chiffres, en particulier les banques et notamment Goldman Sachs qui a désagréablement surpris les marchés avec des résultats très en dessous des attentes. Ça, c'est une très mauvaise surprise, hein. Moi, j'ai travaillé, hein, dans les plus grands organismes financiers, ça fait 20 ans. Et évidemment, Goldman Sachs, c'était un petit peu le rêve de toute une génération que d'entrer chez Goldman Sachs, qui est une des banques qui paye le mieux, hein. Certains même disaient que les stagiaires commençaient chez eux avec un salaire à 6 chiffres, ce qui n'est pas totalement faux, hein, Goldman Sachs. Et aujourd'hui, hein, en 2023, ils annoncent de mauvais chiffres. Donc ça a été une douche froide pour le secteur bancaire. Toujours côté entreprise américaine, les destructions d'emplois s'accélèrent dans les entreprises de la high-tech avec des centaines de milliers de licenciements à travers le monde, dont voici les principaux. Meta, Facebook, qui supprime 11 000 emplois. Twitter, la moitié des salariés remerciés, soit 7 500. Amazon, qui supprime 18 000 licenciements. Microsoft, 20 000 licenciements. Snapchat, qui sabre 20% de ses actifs, soit 6 500 salariés. Stripe, plus de 1000 postes en point. Tesla, 10 000 suppressions de postes. Google, 12 000 personnes licenciées. Et ça, ce n'est qu'un aperçu. Apparemment, on annonce encore énormément de vagues de licenciements pour les entreprises du high-tech et ça pourrait s'étendre sur d'autres secteurs. On parle de plus en plus du secteur bancaire qui prévoit de licencier pas mal de personnes dans le monde. Il y a même une banque, une grosse banque française, que je ne citerai pas parce que bon, là pour le coup c'est confidentiel, c'est pas officiel, qui ont un plan de départ volontaire qui est prévu à la fin du premier trimestre de cette année 2023. Donc on voit que il y a des choses qui se passent. Les banques centrales qui ont monté les taux, cela pourrait commencer à avoir un impact sur l'économie. Donc là encore, les personnes qui veulent faire la culbute, changer de poste, avoir une augmentation de salaire à cause de l'inflation. Peut-être que l'on vit les derniers mois, voire même les dernières semaines, avant de pouvoir changer de poste. Winter is coming, hein, il va y avoir un retournement, il va y avoir une récession. Ce n'est pas la fin du monde, hein. Ma dernière vidéo, c'était effondrement. Où sont les effondristes, hein? Je ne crois pas à un effondrement, à un blackout total, hein, attention, mais un cycle économique, hein, il y a des hauts et des bas. On a eu deux très belles années, hein, après le Covid, hein, notamment l'année 2021 avec les vaccins et la sortie du confinement et l'année 2022. Maintenant, on risque d'avoir un ralentissement de l'activité économique
Rien de dramatique, rien de dramatique, mais l'économie, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, j'invente rien. Donc, l'inflation est en train de refluer et va refluer. Par contre, on va avoir des craintes de récession. Et je termine l'actualité par l'actualité sociale avec plus de 1 million de personnes dans les rues contre la réforme des retraites. Donc cette réforme hein, qui prévoit l'allongement de l'âge de départ à la retraite et évidemment avec la suppression de certains critères de pénibilité, ce qui évidemment met en rogne les syndicats et une grosse partie de la population française. Alors tout ceci n'arrive pas par hasard et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors malgré tout, la vedette du jour, c'est le CAC 40 qui est venu tester ses records du 31 décembre 2021. Depuis le début de l'année, le CAC 40 s'inscrit en hausse de 8%. 8% de hausse en 3 semaines. Le CAC 40 a carrément effacé ses pertes depuis le début de l'année 2022. Comme si tout ce qui s'est passé en 2022, la guerre en Ukraine, la hausse des taux, l'inflation, etc., tout a été effacé comme par magie. Alors qu'aux États-Unis, par contre, c'est différent. Hein. Les indices américains souffrent, le Dow Jones est même en baisse depuis le début de l'année. Pareil pour le Nasdaq et le S&P, mais pas le CAC 40. Et cela n'est pas lié au hasard, puisque cela est lié en grande partie, le principal contributeur de la hausse du CAC 40, c'est LVMH qui prend 20% depuis le début de l'année. C'est 20%, c'est presque une performance annuelle. Pour LVMH, il n'a suffi que de 2 semaines pour passer de 600 et quelques euros l'action à plus de 800. Et évidemment, qui dit LVMH dit cet emblématique patron Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, j'en parlais dès 2021 hein, quand j'ai créé cette chaîne, puisque j'ai parlé des différentes voies pour conquérir sa liberté financière, et j'ai cité une voie d'excellence qui a été celle empruntée par Bernard Arnault. Donc évidemment, maintenant les médias en parlent, hein, puisque ça y est, c'est officiellement l'homme le plus riche de la planète. Moi, j'en parlais déjà en 2021 et même de 2022, où j'annonçais quelque part qu'il y allait avoir un rebattage des cartes. Et je vais vous expliquer tout ça. Hein, ça ne me vient pas comme un cheveu sur la soupe. C'est quelque chose qui a été préparé de très longue date. Alors voilà le classement hein, des fortunes les plus riches au monde. On voit que donc depuis 2000, hein, on voit que depuis fin 2022, hein, à la fin, Bernard Arnault s'est hissé à la tête des hommes les plus riches du monde avec 179,2 milliards de dollars devant Elon Musk. Hein, il a grillé, hein, regardez. En 2021, Elon Musk avait une fortune de 70 milliards au-dessus de Bernard Arnault. 2022, Bernard Arnault coiffe sur le poteau Elon Musk avec un écart de 30 milliards d'euros. Et aujourd'hui, 2 semaines seulement après le début de 2023, la fortune de Bernard Arnault progresse de 25 milliards, donc 25 milliards en 2 semaines, donc quasiment 1 milliard par jour. Et l'écart entre Bernard Arnault et Elon Musk, qui est le deuxième homme le plus riche de la planète, est maintenant à 60 milliards. C'est du jamais vu. Hein. C'est la première fois depuis belle lurette que le plus riche du monde n'est pas américain mais français, hein, Bernard Arnault. Et en plus, l'écart avec la deuxième plus grosse fortune au monde est de 60 milliards d'euros, quasiment un record. Donc on a vraiment Bernard Arnault qui écrase, hein, qui écrase tout le monde sur son passage. Et on va le voir dans cette vidéo que voilà, cette monopolisation de Bernard Arnault n'est pas liée au hasard. C'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies, qui s'est accéléré depuis 2017 et qui maintenant trouve son paroxysme. Alors, Bernard Arnault, c'est le Clovis du XXIe siècle. Donc, vous voyez, hein, voilà, je ne compare pas Bernard Arnault à des personnes comme Hitler et tout, hein, qui sont. Voilà, Hitler, c'était une crapule. Hein, à Clovis, hein, qui est quand même un grand personnage hein, de l'histoire de France, avec ses bons côtés et ses moins bons. Pourquoi? Comme Clovis, c'est un pur système
un pur produit du système français. Hein. Bernard Arnault, son obsession, c'était d'entrer à Polytechnique. Hein. Donc, dès le départ, hein, il a eu Centrale, Paris, et il a redoublé pour avoir Polytechnique. C'est un pur produit du système. Hein. Ce n'est pas, comme certains aiment l'annoncer, l'entrepreneur, le petit entrepreneur qui... Non, c'est quelqu'un, alors c'est un entrepreneur, oui, mais c'est un entrepreneur qui a assuré sa réussite scolaire, parce que quand on fait une école comme Polytechnique, déjà, on est sûr de ne jamais être au chômage. Ça, c'est évident, ça, c'est clair. Moi, c'est vrai que si j'avais pu faire Polytechnique, j'ai raté le concours et clairement, voilà, c'était pas pipé, j'avais pas le niveau d'entrer à l'école Polytechnique, je le dis clairement. Bah, clairement, si j'avais fait Polytechnique, j'aurais tenté une aventure entrepreneuriale en me disant, c'est pas grave si je rate. De toute façon, avec le réseau de l'école, je suis assuré de trouver un travail, quel que soit mon âge. Donc ça, c'est un pur produit. Et rappelons que Clovis, malgré ce que l'on raconte dans un certain nombre de livres d'histoire, c'était un pur produit de l'Empire romain. Parce que même la monnaie qui était battue par le royaume franc, hein, l'effigie était à l'effigie non pas de Clovis, mais à l'effigie de l'empereur romain. Alors que c'était Clovis qui avait l'autorisation par l'Empire romain de battre monnaie pour le royaume franc. Donc ça, on a du mal à l'imaginer parce qu'évidemment, dans les livres d'histoire, voilà, on a eu Rome, l'Empire romain qui s'effondre, et puis Clovis qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En réalité, Clovis, les Francs étaient ce qu'on appelle, ils avaient un fédus, c'est-à-dire ils faisaient partie d'une tribu, entre guillemets, barbare, une tribu fédérée à l'Empire romain. Donc Clovis est un pur produit de l'Empire romain. D'ailleurs, c'était Clodovicus. Son nom, donc Clodovicus, on voit bien qu'il avait un nom latin. Premier point. Deuxième point, comme Clovis et même Vercingétorix, Bernard Arnault a fédéré autour de lui un empire, celui du luxe. LVMH n'est pas une entreprise comme Google ou Amazon. Hein, c'est pas, tiens, Bernard Arnault s'est réveillé, il a dit, tiens, je vais créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas en lui donnant un nom. Non. LVMH est une fédération d'entreprises du luxe que Bernard Arnault a acheté soit directement, soit indirectement, en rentrant progressivement dans le capital et en usant effectivement d'intrigues pour dresser les actionnaires les uns contre les autres avant de s'imposer comme arbitre. Et ça rappelle clairement ce qu'avait fait Vercingétorix pour fédérer autour de lui les tribus gauloises et ce qu'a fait ensuite Clovis à la chute de l'Empire romain. Pour asseoir son pouvoir, Clovis s'est allié avec l'Église romaine en se convertissant au catholicisme et en épousant Clotilde. Bernard Arnault a réussi à s'attirer les faveurs des grands argentiers qui ont financé et adoubé ses acquisitions, en particulier l'acquisition de journaux, comme par exemple le Parisien. Le pouvoir médiatique aujourd'hui, c'est l'équivalent du pouvoir ecclésiastique au Moyen Âge. Et Bernard Arnault maîtrise très très bien ce pouvoir. Là encore, hein, comme Clovis 1500 ans plus tôt, Bernard Arnault consolide son empire via des mariages orientés. Ainsi, sa fille, qui dirige l'entreprise Dior, qui est une des entreprises du groupe LVMH, est mariée avec Xavier Niel, patron de Free. Donc là encore, bon, c'est bien l'amour et tout ça, hein, ça peut être une coïncidence, mais on voit bien qu'il y a aussi derrière une stratégie familiale qui consiste quelque part à s'assurer que le patrimoine industriel, financier, patrimonial et culturel ne s'échappe pas du giron familial. Alors, vous allez me dire, oui, mais Clovis était le roi. Bernard Arnault n'est pas le roi ni le président de la France. Ben, en fait, même s'il ne dirige pas directement la France, comme l'a fait Clovis, qui dirigeait le royaume franc, Bernard Arnault a mis en selle son poulain dès 2014. Après le départ du tonitruant Montebourg, Arnaud Montebourg, qui avait une politique hostile à la mondialisation et très protectionniste, Bernard Arnault a introduit un certain Emmanuel Macron à François Hollande. Progressivement, Emmanuel Macron a grillé le poste de François Hollande, qui a dû céder sa place au terme d'une bataille interne et fratricide avec Manuel Valls. Et une fois le champ dégagé,
Emmanuel Macron a pu compter sur les financements de Bernard Arnault et surtout sur l'incroyable complaisance des médias qui ne tapent quasiment jamais sur l'actuel président. Vous regardez, vous verrez très peu de journaux, alors très peu de journaux mainstream qui frappent, qui tapent sur Emmanuel Macron. Contrairement à ce qui a été le cas pour François Hollande, qui était sans arrêt critiqué par les médias. Ben, si vous voyez, Emmanuel Macron bénéficie autour de lui d'un vide médiatique, en tout cas négatif. Il n'y a aucun signe d'attaque des médias, des principaux médias, sur Emmanuel Macron. Ce n'est pas un hasard. Emmanuel Macron n'est pas meilleur que les autres. Il n'est pas pire que les autres non plus, attention. Mais on voit qu'il y a effectivement un adoubement de Emmanuel Macron par une certaine élite. Et évidemment, la principale force, c'est évidemment Bernard Arnault. Là encore, comme Clovis, le patron de LVMH n'hésite pas à réduire au silence ses adversaires encombrants, comme ça a été le cas pour François Ruffin. Donc je rappelle, François Ruffin qui dans les années 2017-2018 a publié un livre Merci patron, où il critiquait certaines pratiques au sein du groupe LVMH. Juste après la publication de ce livre, ce documentaire, François Ruffin a été pris à partie par des anciens du renseignement généraux qui ont été débauchés par Bernard Arnault. Donc il y avait Bernard Squarcini qui a mis en place tout ça, et qui a ensuite obtenu, Bernard Arnault a obtenu un arrangement avec la justice en payant une grosse somme pour arrêter les procédures engagées contre lui par François Ruffin. Et ça, c'est connu. Vous pouvez aller sur Public Sénat, où il y a eu quelque part des doutes. Il y a eu des questions qui ont été posées. La France reste quand même une démocratie, où il y a eu des questions qui ont été posées à Bernard Arnault, qui était interrogé par une commission sénatoriale, où il a dû s'expliquer sur tout ça. Et là encore, Clovis, bien que présenté comme un grand roi, c'est quand même notre histoire, a fait exécuter énormément de personnes, y compris de sa famille, qui lui faisaient de l'ombre. Notamment, par exemple, Chararic, qui a été exécuté par Clovis parce qu'il pouvait potentiellement lui ravir sa couronne. Et il en a fait tonsurer bien d'autres. Je rappelle qu'au temps des Mérovingiens, pour être roi, il fallait avoir le mound, avoir les cheveux longs assurés aux dirigeants de sexe mâle, puisque seul l'homme avec un petit H, avec la loi salique, pouvait prétendre au titre de roi, et l'homme, pour protéger son royaume, devait avoir les cheveux longs, et toutes les personnes qui pouvaient ravir le trône à Clovis étaient soit exécutées, soit tonsurées, on leur coupait les cheveux, ce qui assurait le fait que cette personne ne puisse jamais devenir roi. On voit bien que même l'histoire de Clovis, qui est présentée plutôt de manière assez chevaleresque, elle recèle sa part d'ombre. Et enfin, comme Clovis, Bernard Arnault satellise ses propres enfants à la tête de l'empire LVMH en s'assurant que sa relève soit sécurisée. Tout ce qu'il a fait en Belgique, Bernard Arnault a été en Belgique, il a même été question de nationalité belge. Alors, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on croit, pour qu'il paye moins d'impôts, ce n'est pas vraiment ça, mais pour assurer surtout le fait que son patrimoine descende, soit transmis à ses enfants sans qu'il puisse être, entre guillemets, délapidé au travers des impôts. Donc en fait, il assure en fait son pouvoir. Il faut que l'objectif de Bernard Arnault, c'est que après lui, LVMH reste une structure homogène détenue par ses enfants. Et ses enfants occupent tous des postes à responsabilité, des postes de direction au sein du groupe LVMH. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qu'a fait Clovis. Clovis, qui a eu 4 enfants, qui se sont partagés le royaume franc. Et avant sa mort, Clovis a fait en sorte que ces 4 enfants, que le royaume franc soit divisé en 4 régions. Et les 4 régions avaient des capitales très proches les unes des autres pour obliger les enfants à se parler, à se côtoyer. Et ils avaient, chaque région, une frontière à défendre avec un territoire ennemi. Ce qui s'était fait, en fait, pour obliger les enfants à se souder les uns aux autres pour s'entraider contre des ennemis extérieurs. Et Bernard Arnault applique la même stratégie. Ces 4 enfants ont chacun leur personnalité, leurs forces, leurs faiblesses. On sait que
la fille de Bernard Arnault est plutôt quelqu'un de commercial, qui a un très bon relationnel. Elle a fait Subdeco Paris. Un de ses fils, qui s'appelle Antoine Arnault, lui, c'était quelqu'un de très brillant, qui a fait l'école polytechnique comme son père. On voit que chacun de ses enfants, il les met à des postes stratégiques avec les capacités qui sont les leurs pour s'assurer que le gâteau ne parte pas ailleurs. Et ça, c'est pas forcément négatif. Pas forcément négatif. Hein. Supposons que LVMH soit racheté par un fonds de pension. Pour les salariés, on sait très bien que chaque fois qu'un fonds de pension rachète une entreprise, derrière, c'est des licenciements en pagaille, des licenciements en cascade. Là, aussi incroyable que ça puisse paraître, les salariés de LVMH ne se plaignent pas. Les salariés de LVMH sont assez à l'abri des cascades de licenciements. On voit que Bernard Arnault protège LVMH comme s'il protégeait finalement son patrimoine des attaques hostiles des fonds de pension américains ou anglo-saxons et assure ainsi le fait que le luxe puisse rester dans le giron français. Donc c'est pas forcément négatif. De toute façon, c'est pas ma chaîne, vous commencez à me connaître, c'est pas une chaîne pour taper sur l'un ou taper sur l'autre, mais une chaîne qui présente, qui essaye de présenter en tout cas les choses de manière la plus factuelle possible. Donc voilà, donc Bernard Arnault, clairement, il pense à lui, c'est lui d'abord, ses enfants, sa famille, c'est quelqu'un qui a un esprit assez clanique, mais, et ça c'est un peu l'avantage du capitalisme, en servant ses intérêts à lui, il contribue aussi à servir les intérêts de la France. Voilà. Alors évidemment, l'appui qu'a fait Bernard Arnault à Emmanuel Macron nécessite, comme toujours, des renvois d'ascenseur. Et on l'a vu dès 2017, une fois Emmanuel Macron au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? De fortes réductions d'impôts sont données aux plus aisés, baisse des cotisations sociales, baisse des cotisations patronales, suppression de l'impôt sur la fortune, suppression de l'impôt sur le revenu progressif pour les détenteurs d'actifs financiers et remplacement par une flat tax très avantageuse, suppression des cotisations au chômage. Donc progressivement, on supprime un petit peu pas mal de choses un peu désagréables pour les 1%, enfin pour les plus riches et pour les patrons. Alors évidemment, ces réformes vont permettre aux plus aisés de voir leur fortune augmenter. Mais quand on donne des cadeaux aux uns, il faut bien prendre aux autres pour assurer un budget à l'équilibre, hein, parce que l'argent ne se crée pas. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout un tas de réformes qui sont passées. Alors, je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, hein, attention, mais des réformes qui désavantagent finalement les plus fragiles. Hein. On flexibilise le marché de l'emploi, hein, c'était les fameuses lois El Khomri et Macron, quand il était ministre de l'économie, pour rendre plus facile les licenciements. On baisse les allocations au chômage, puis on réduit la durée d'indemnisation des chômeurs. On baisse les APL des étudiants. On met en place des contraintes pour les bénéficiaires du RSA. Et on augmente l'âge de départ à la retraite. Donc vous voyez bien que pas une seule de ces réformes ne pénalise les grands patrons et le premier d'entre eux, Bernard Arnault. C'est un ensemble de réformes, en fait, quand on prend toutes les réformes depuis 2017 et même un peu avant avec les lois travail, il n'y en a pas une seule, en fait, finalement, qui va contre les intérêts des grands dirigeants. Par contre, toutes les réformes obligent, avec raison, les petits, enfin la classe moyenne, à faire des efforts. Et certaines de ces réformes sont nécessaires. Certaines réformes sont nécessaires. Vous voyez, c'est pas attention les méchants patrons contre les classes moyennes. C'est pas parce que Emmanuel Macron clairement défend les intérêts de Bernard Arnault que les réformes qui passent, qui sont douloureuses peut-être pour les classes moyennes, sont inutiles. Il fallait flexibiliser le marché de l'emploi. En France, on a un marché de l'emploi qui est extrêmement rigide. Hein, quand vous ne pouvez pas licencier, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous n'embauchez pas. Il fallait flexibiliser un petit peu le marché du travail. Pareil, en France, il y a beaucoup trop, c'est vrai, d'assistanats. On sait, il y a énormément d'abus. Hein, il y a beaucoup de personnes qui abusent du système. Et il faut contribuer à ça. Pareil pour l'âge à la retraite. C'est malheureux à dire, mais on ne peut pas continuer à partir à la retraite à 60 ans ou 62 ans
quand on a une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Ah, sinon, le régime, évidemment, il n'est pas équilibré. Donc, certaines des réformes sont utiles, mais évidemment, quelque part, ce qui est peut-être plus suspect, quelque part, c'est que ce sont les mêmes en fait à qui on demande des efforts. C'est-à-dire que ce sont les classes moyennes qui clairement payent le prix fort de cela et il n'y a finalement aucun effort qui est demandé aux dirigeants, aux grands patrons, ce qui est finalement logique puisque Emmanuel Macron a été mis en place par ces personnes et le premier d'entre eux, Bernard Arnault. Alors évidemment, les marchés connaissent ça mieux que quiconque, hein. Regardez l'évolution du cours de l'action LVMH. Alors LVMH est bien géré, très bien géré, hein. Bernard Arnault est un très bon gestionnaire, un très bon gérant. Mais on voit que l'action LVMH, certes, elle a augmenté, elle a rebaissé en 2008, elle a augmenté, elle a stagné. Et regardez, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, le cours de l'action a été multiplié par 5. Et elle a même atteint un record historique au moment où je vous parle, hein, plus de 800 euros l'action, comme par hasard au moment où Emmanuel Macron met en place les réformes des retraites, l'allègement les réformes sur l'assurance chômage. Oui, parce que c'est un très bon signal aussi envoyé au marché, comme quoi le déficit public de la France a un déficit public, sera supporté par les classes moyennes, les retraités, les futurs retraités surtout, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, et que rien ne sera fait, on ne demandera pas de contribution aux dirigeants. Et ça, évidemment, les investisseurs le savent, et c'est vrai que LVMH est une très belle valeur pour jouer les réformes d'Emmanuel Macron. Et moi-même, j'ai acheté, hein, quand Emmanuel Macron a pris la présidence de la République, j'ai acheté des actions LVMH parce que, ben voilà, l'argent ne se crée pas, il ne disparaît pas, il passe d'une main à l'autre. Et clairement, pour Emmanuel Macron, ça c'est sa philosophie, hein. Alors on peut la défendre ou au contraire la combattre. Si on veut une France forte, de l'avis d'Emmanuel Macron, attention, il faut donner carte blanche aux grands patrons pour qu'ils fassent, pour qu'ils aient la latitude de faire quasiment ce qu'ils veulent, en espérant que la réussite de ces grands patrons ruissellera vers le bas, vers les classes moyennes. Et force est de constater qu'au moment où je vous parle, ça va peut-être pas durer, mais la France est pour le moment à l'abri des vagues de licenciements. On entend énormément de licenciements aux États-Unis. Pareil pour le Royaume-Uni, hein. J'ai un ami qui est à Londres, il me dit c'est la catastrophe, c'est très très dur. Y a vraiment, enfin, on voit vraiment une vraie crise économique. Bizarrement, effectivement, la France, grâce à ces grands groupes, LVMH, Total, etc., etc., semble épargnée par cette vague de licenciements qui, pour le coup, frappe de plein fouet les pays anglo-saxons. Alors, est-ce que ça va durer? Ça, j'en sais rien. Si je le savais, je vous dirais. Moi, je pense qu'on va quand même se prendre un retournement de conjoncture économique. C'est pas possible, hein. Le monde, enfin, tout est lié. Mais peut-être que la France sera, le choc sera atténué sur la France, peut-être grâce à ces monopoles que représentent justement ces oligopoles que représentent ces grands groupes familiaux. Conclusion. L'ascension de Bernard Arnault est une véritable success story qui a sa part d'ombre. Elle montre qu'il est impossible de réussir en étant en dehors du système. Ça, c'est une utopie. Même Clovis, que l'on présente comme étant en rupture avec Rome et comme étant le roi des Mérovingiens, s'inscrivait en réalité en continuité avec l'Empire romain déclinant. Et on peut généraliser ça avec la Révolution française. Beaucoup de personnes qui occupaient des gros postes à la Révolution française et après avaient déjà de bons postes au temps de l'Ancien Régime. Troisième point, on ne réussit pas à ce niveau, hein, je parle. Hein, je ne parle pas à mon niveau, hein, bien sûr. Sans couper des têtes et sans être un tueur, entre guillemets. Bernard Arnault a aussi bâti son empire sans se disperser et en déléguant, contrairement à Elon Musk.
Ça, c'est la grande force de Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est la force tranquille. Il ne tweete pas, il n'envoie pas des mails à tout va. Personne n'en entend parler. Il avance vraiment de manière cachée, de manière structurée, avec un objectif, le luxe. Et s'il devait acquérir d'autres choses, comme certains médias, c'était toujours pour être focus sur son business. Et ça, c'est la grande force de Bernard Arnault, c'est qu'il a su, il sait être focus sur son business sans se disperser. Ça, c'est un énorme conseil. Si vous voulez réussir quelque part, il ne faut pas se disperser. Autre point, aussi incroyable que ça paraisse, sa gestion de son argent est confiée à un gestionnaire de patrimoine. Alors que Bernard Arnault a clairement la capacité de gérer son propre argent, il a délégué la gestion de sa fortune à des conseillers en gestion de patrimoine. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand je vois des gens qui connaissent rien à la finance, qui n'ont jamais bossé dans la finance, qui n'ont jamais travaillé qui n'ont, en salle des marchés, qui n'ont jamais vraiment été dans ce monde-là, qui prétendent devenir libres financièrement ou riches en gérant eux-mêmes leur argent et sans formation, il faut revenir sur Terre. Même Bernard Arnault, qui je pense, a, 4, à 10 ou 20 fois plus de connaissances financières que l'écrasante majorité des gens, il a confié la gestion de ses finances personnelles à un conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi? Pour concentrer toute son énergie dans une chose, construire un empire qui est l'empire LVMH. Et ça c'est une grosse force. Ça, c'est important de ne pas se disperser. Si vous avez des faiblesses, recrutez ou appuyez-vous sur quelqu'un qui permettra de combler cette faiblesse. Moi, par exemple, si je devais, bon, ma force, bon, vous la connaissez, c'est plutôt l'investissement, c'est plutôt le conseil en investissement. C'est une vidéo où je parle que d'investissement. Bah, si je devais construire un portefeuille client pour les accompagner, construire un business où je devais accompagner des personnes pour investir, je me ferais appuyer par un commercial. Moi, je suis clairement pas un commercial. De toute façon, vous voyez comment je parle, comment je présente. Clairement, j'ai rien d'un commercial. Je sais pas vendre du rêve. Y a rien d'attirant, quoi. C'est pas. Faut être honnête, faut être clair. Voilà, y a rien de sexy dans ce que je dis. Donc, je m'entourerai sans doute de personnes qui soient capables, contre rémunération, bien évidemment, qui soient capables de m'amener des personnes, de me présenter des personnes, et après, moi, je déroule mes stratégies d'investissement. Mais allez, moi, prétendre chercher les clients, c'est perdu d'avance. C'est clairement perdu d'avance. Je ne suis pas du tout commercial. Pareil, si je devais construire un site internet pour présenter ce que je fais, je ne vais pas le faire moi-même. Je ferai appel à des personnes en qui j'ai confiance, qui ont une vraie capacité, qui ont de compétences, de réelles compétences en informatique. Je ne vais pas m'improviser informaticien, même si j'ai fait une école d'informatique il y a plus de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment important. Et Bernard Arnault est un exemple là-dessus, de se focuser sur ce que vous savez faire le mieux. Alors, cette vidéo n'est clairement pas un hommage à Bernard Arnault. Hein. Je n'hésite pas à évoquer certaines de parts d'ombre. Hein. Il a su écarter, éliminer, alors peut-être pas physiquement, mais il a su éliminer des personnes qui pouvaient entraver son ascension. Et ce n'est pas non plus un pamphlet contre lui et LVMH. J'ai moi-même plein d'actions LVMH détenues en direct ou au travers d'unités de compte indexées sur le luxe ou de fonds indexés sur le CAC 40. Conseil, et là je termine cette vidéo, conseil sur le paradoxe, hein, c'est vraiment la semaine des paradoxes, hein, entre d'un côté une réforme des retraites qui va, hein, soyons francs, qui va appauvrir énormément de personnes, hein. Notamment je pense aux jeunes, aux trentenaires, à ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle va vous appauvrir, elle va m'appauvrir, clairement, hein, et en même temps, qui enrichit Bernard Arnault. Donc on a un paradoxe, on a un Bernard Arnault qui clairement devient l'homme le plus riche de la Terre avec une écrasante avance, une avance écrasante, et de l'autre, une énorme partie de la population qui va voir son niveau de vie diminuer. Et ça, le gouvernement ne s'en cache même pas. Conseil,
Quel conseil vous donner? Alors évidemment, il y a des gens qui manifestent, il y a beaucoup de manifestants hein, contre ça. Même certains pensent que cette réforme des retraites et les manifestations vont provoquer un enclenchement, un enchaînement d'événements qui aboutiront à la chute d'Emmanuel Macron. Même quelqu'un de très sérieux que je suis, comme Philippe Fabry, hein, je le cite parce qu'il en parle, pense que justement, là, on rentre dans les 12 derniers mois, la dernière année de règne de Emmanuel Macron qui tombera parce qu'il y a des millions de personnes qui sont très mécontents de sa politique et qu'on a une monarchie, qu'on vit dans une monarchie républicaine, une monarchie présidentielle, pardon, selon les termes de Philippe Fabry, et que cela va provoquer l'effondrement du régime. Alors, moi, j'y crois pas, personnellement, mais si cela devait arriver, alors là, Bernard Arnault va s'effondrer. Alors là, si je vois que Emmanuel Macron a vraiment un risque de sauter, je vends toutes mes actions LVMH parce que Bernard Arnault s'effondrera avec. Alors, il ne tombera pas plus bas, hein, il a quand même, enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, mais une grosse partie de sa réussite à Bernard Arnault, il le doit à ce tandem qu'il a formé avec Emmanuel Macron et même avec le couple Emmanuel et Brigitte Macron. Donc, conseil, ne soyez jamais du côté des personnes qui subissent. Chacun à son niveau peut ne pas subir le système, mais l'utiliser à son compte. Et Bernard Arnault, c'est un peu l'incarnation de celui qui a compris le système et qui l'a utilisé pour lui. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, hein, on m'a offert un livre à Noël qui s'appelle L'Ange Exterminateur, hein, notez bien, L'Ange Exterminateur, et qui raconte un peu comment Bernard Arnault a progressivement pu conquérir le pouvoir. On peut soit passer sa vie à dépendre des autres, et en particulier de l'État, avec le risque que celui-ci ne soit vampirisé par des oligarques. Et soyons réalistes, soyons sincères, Bernard Arnault est un oligarque. Alors, ce n'est pas l'oligarque russe, les jeunes Russes qui sont devenus multimillionnaires, qui sont torse nu à la plage, etc. Bernard Arnault, on voit bien, c'est quelqu'un de très, voilà, très caché, qui a une voix, une petite voix, très, voilà. Mais ça reste un oligarque. Un oligarque, c'est quelqu'un qui arrive à s'accaparer le pouvoir politique, à utiliser le pouvoir politique pour ses fins personnelles de business. On peut soit dépendre, passer sa vie à dépendre d'un État, soit prendre en main son destin et conquérir sa liberté financière. Attention, conquérir sa liberté financière ne veut pas nécessairement dire quitter le salariat à tout prix. Ça a été d'ailleurs mon erreur. Hein, je le dis franchement, ça a été mon erreur. Devenir libre financièrement, c'est s'affranchir progressivement de sa dépendance vis-à-vis d'un patron, d'un client. Hein, tous les gens qui sont freelance et qui finalement ont un client, pour moi, ils ne sont pas libres financièrement. Et d'un État. Personnellement, en toute humilité, je ne suis pas en mesure de quitter mon travail du jour au lendemain, mais j'ai à présent les épaules suffisamment solides pour faire face à un coup dur de la vie. Licenciement, problème de santé. Âgé aujourd'hui de 46 ans, même si le régime des retraites s'effondre littéralement, je suis assuré de pouvoir vivre de mon patrimoine et des revenus qu'il produit. Je ne m'en cache pas, je suis propriétaire de ma résidence principale sans crédit dessus, plus de crédit sur la résidence principale. J'ai, avec ma compagne, 2 appartements en location sur lesquels il n'y a plus de crédit dessus et plusieurs centaines de milliers d'euros, alors entre 200 et 300 000 euros investis dans des placements. Donc très clairement, à 46 ans, on a tout ça. Je suis quasiment sûr que je ne dépendrai jamais de l'État à 62, 65 ans ou 70 ans. Je suis quasiment assuré, même en cas de problème de santé, de ne pas dépendre de la retraite que peut me verser le régime général des retraites. Donc ça, c'est déjà un grand plan. Comme Bernard Arnault, j'assure à ma manière ma descendance via plusieurs stratégies patrimoniales. Plan d'épargne retraite, assurance vie à architecture ouverte pour mes enfants, SCI, SCPI à démembrement biologique. Donc ça, ce sont des stratégies patrimoniales. Hein. Donc ça,
Moi, je vous encourage à vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine si vous voulez faire des choses un peu compliquées. Et même en étant salarié, alors en toute humilité, je n'ai pas réussi dans l'entrepreneuriat, hein, pour le moment en tout cas. On peut atteindre la liberté financière si on s'astreint à une discipline de fer sur les dépenses superflues, en faisant des petits business qui rapportent de l'argent en parallèle et en se faisant accompagner dans la gestion de ses finances personnelles, les placements financiers et immobiliers. Ça, c'est quelque chose de très important et j'arrête le partage. C'est vraiment important. On ne peut pas réussir sur tous les fronts. Si vous voulez devenir libre financièrement, concentrez-vous sur ce que vous savez faire le mieux. Alors c'est vrai qu'en France, le système éducatif scolaire, en fait, vous apprend à passer du temps à combler vos faiblesses. Ça, le système français, il est comme ça. Mais d'ailleurs, pour entrer à Polytechnique, qui est quand même une des écoles les plus prestigieuses, ce ne sont pas forcément les meilleurs en maths qui rentrent à Polytechnique. Ce sont ceux qui ont le moins de faiblesses possible. Il faut être bon en sport, il faut être bon en anglais, il faut être bon en physique, en chimie, en français, en maths, il faut être bon partout. Et c'est vrai que le système français pousse les personnes, se focalise sur les faiblesses des gens et apprend aux personnes à combler leurs faiblesses. Mais pour devenir libre financièrement, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur vos forces, se concentrer sur vos forces et toutes vos faiblesses. Alors déjà, il faut identifier ces faiblesses et toutes vos faiblesses, il faut déléguer la gestion de vos faiblesses, vous associer à des personnes qui sont complémentaires de vous. Moi, par exemple, clairement, au moment où je vous parle, j'ai plusieurs faiblesses. Les travaux, vous le savez, je ne suis pas manuel. Je m'associe avec des artisans qui vont faire les travaux pour moi. Le commercial, clairement, je ne suis pas du tout un commercial. Vous voyez, regardez la tenue vestimentaire. Je suis pas, voyez, j'ai pas la Ferrari derrière ou je ne vends pas du rêve. Pareil, si je développe mon affaire, mon business, je m'associe avec des commerciaux. Je ne cherche pas à être moi-même le commercial. Ça ne marchera pas. Si je veux faire du marketing digital, je veux me mettre en avant et que je veux créer un site internet, j'aurai un site internet, je ferai appel à des personnes en qui j'ai confiance et qui sont plus expertes que moi. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez réussir, identifiez vos forces et tout ce qui n'est pas dans votre zone de force, déléguez. Déléguer. Il n'y a pas de honte. Regardez Bernard Arnault, il délègue sa gestion de patrimoine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que le gars, je pense qu'il sait compter. Il connaît bien les marchés, il connaît bien. Et pourtant, sa gestion financière est déléguée à un conseiller en gestion de patrimoine. Parce que Bernard Arnault, son focus, c'est le luxe, c'est son empire, c'est les enfants. S'assurer que ses enfants grandissent bien. Il passait énormément de temps avec ses enfants pour s'assurer d'avoir une continuité. Et tout le reste, superflu, on délègue. Voilà. Alors moi, évidemment, je ne vais pas déléguer la gestion patrimoniale, puisque c'est ma force. La gestion financière, c'est ma force, j'ai fait 20 ans là-dessus. Donc moi, si je devais faire un business, c'est que je me lancerai au contraire en gestion de patrimoine, ça sera mon business. C'est moi qui conseillerai les personnes dans leurs investissements. Par contre, je déléguerai tout ce qui est administratif, commercial, informatique, je déléguerai ça à d'autres. Mais je me concentrerai sur l'accompagnement, le conseil, l'accompagnement patrimonial des personnes qui seront entre guillemets, mes clients. Voilà, ça, si je devais faire un business, ça serait comme ça que ça se ferait. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo autour de Bernard Arnault. C'est pas pour cracher sur le personnage, ni pour l'encenser. Il a vraiment des parts d'ombre. Il y a des choses que j'aimerais vraiment pas faire, que j'espère ne ferai jamais, comme ce qui s'est passé avec François Ruffin. Bon, c'est pas forcément, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui investigue dans vos affaires qu'il faut finalement l'éliminer de cette manière. Voilà, voilà, je n'encense pas le personnage. Très clairement, j'ai pas du tout envie de faire ce qu'il a fait, mais il y a des choses à retenir.
il y a des choses intéressantes sur lesquelles on peut s'inspirer. Voilà. Donc vraiment un conseil pour terminer ce point de marché un peu spécial, prenez votre destin en main et ne dépendez jamais, jamais, jamais de l'État. À la limite, il vaut presque mieux confier votre argent à un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous aider à vous développer d'un point de vue patrimonial, parce qu'au moins le conseiller en gestion de patrimoine, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le remercier, tout simplement. Hein, je pense que Bernard Arnault a eu plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, donc vous pouvez le remercier, vous pouvez changer de conseiller. Par contre, si vous dépendez que de l'État, ben, vous ne pouvez pas changer d'État comme ça. Si l'État se met au service d'un Bernard Arnault, comme on le voit clairement aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est au service de Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault le patron de la France. Bah, vous ne pouvez rien faire. Vous dépendez de l'État et vous ne pouvez pas échapper à cela. Donc prenez votre destin en main, prenez la gestion de carrière en main, la gestion de vos finances personnelles en main, et voilà, ça c'est mon gros conseil, et faites-le jeune. Plus vous attendez, et plus ça sera difficile. Ça, voilà. Ne croyez pas qu'à 50 ans, si vous voyez un influenceur vous dire qu'à 50 ans, avec 1000 euros en poche, vous allez devenir millionnaire, malheureusement, ce n'est pas possible. Là, je vais être franc avec vous, ce n'est pas possible. Donc, prenez votre destin en main. Plus vous êtes jeune, et mieux ça sera. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end, et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un point de marché un peu plus classique. Voilà, bah, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!